pour démarrer cette saison automnale, nous allons nous intéresser aux aides financières aux travaux d'économie d'énergie en copropriété, ainsi qu'aux solutions techniques innovantes. Pour en parler, nous accueillons Rémi Guérard, que vous connaissez déjà. Il est coordinateur chargé de travaux rénovation énergétique au guichet Rénov Occitanie, anciennement l'espace Info-Énergie de Toulouse Métropole. Cette entité a une mission de service public pour la maîtrise de l'énergie. Rémi Guérard s'intéressera plus particulièrement aux grandes étapes d'une rénovation énergétique, présentera les aides financières collectives et individuelles et insistera sur la notion de diagnostic. Il est accompagné de William Benetto, responsable énergie marché d'affaires GRDF, également consultant depuis peu à l'UNPI 3109, qui s'attachera à présenter les solutions innovantes en matière de chauffage collectif, chauffage individuel et les énergies renouvelables. Je cède sans plus tarder la parole à Rémi Guérard pour qu'il nous présente en premier lieu le guichet Rénov Occitanie, un lieu plein de ressources dès lors que l'on souhaite ou qu'on est contraint d'envisager la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Bonsoir à tous, merci Madame Prézalbou pour cette introduction, ravi aussi de vous retrouver donc, pour ce sujet d'aide financière en copropriété. Rapidement, vous l'avez déjà introduit, se présenter les grandes étapes d'un projet de rénovation en copropriété. Toujours utile de le rappeler puisque c'est une démarche qui s'inscrit dans la durée, on le sait. Les aides financières mobilisables, vous verrez, au niveau collectif, au niveau individuel. Et puis un petit point sur nouveauté, si on peut dire, 2021, l'offre Rénov Occitanie au niveau des diagnostics et puis au niveau des offres de financement, ainsi que voilà, sur les autres diagnostics, puisqu'on va voir que l'étape diagnostic en copropriété est souvent incontournable, en tout cas très rapidement indispensable. Donc nous, depuis début 2021, on a changé de nom. Avant, on s'appelait Espace Info Énergie. C'est une mission qui existait depuis très très longtemps. Pour des raisons de changement de financeur et maintenant financé par la région Occitanie, on s'appelle Guichet Rénov Occitanie Toulouse Métropole. C'est la même mission, le service public d'accompagnement aux particuliers pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique des logements. Et puis, zone urbaine oblige. Depuis 2011, on avait commencé à travailler sur la destination des copropriétés en tant qu'entité collective pour favoriser là aussi l'émergence des projets de rénovation, accompagner à ces projets de rénovation énergétique et faire en sorte qu'ils soient le plus ambitieux possible. Donc pour ça, voilà, on est à votre disposition à titre collectif, comme une session d'information comme aujourd'hui, mais également à titre individuel sur vos copropriétés en propre, pour des informations techniques, des informations réglementaires, de la méthodologie de travail sur plusieurs années, une aide pour vous accompagner à trouver un diagnostic efficace. On le sait, derrière le terme diagnostic en copropriété, il se cache quand même beaucoup de prestations différentes. Les aides financières, c'est un peu notre marque de fabrique, si on peut dire. Éventuellement une aide au choix des contrats d'accompagnement, tout ce qui est maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage. Éventuellement pour ceux d'entre vous qui seraient en chauffage collectif, tout ce qui est analyse des contrats d'exploitation avec les exploitants, notamment avis avant une éventuelle renégociation. C'est une tâche souvent ingrate, mais qui peut rapporter gros, si je veux m'exprimer ainsi. Et puis au niveau collectif, du coup, voilà, on est disponible aussi pour faire des informations collectives aux conseils syndicaux, syndics et professionnels. On va aussi reprendre l'organisation d'ateliers, de conférences qu'on a fait jusqu'à présent par Internet. On va les reprendre en vrai. Et puis, si ça vous intéresse, vous avez l'adresse mail du site toulousemétropole.coachcopro.com qui est un lieu de ressources dans lequel on a mis toutes les informations relatives à la rénovation énergétique des copropriétés, hiérarchisées par calendrier de projet, si on peut dire, du début à la fin. Voilà, et puis on anime aussi, on a aussi une tâche de communication et d'animation sur le territoire pour montrer, faire savoir que la rénovation énergétique en copropriété, c'est possible, il y en a qui arrivent. Et
puis on cherche à faire un effet boule de neige. Donc, avant de parler d'aide financière, on a besoin de remettre les choses en perspective, si je puis dire. Rapidement, les grandes étapes d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, on peut le schématiser comme ceci. On a une information préalable, qui peut être une réunion comme celle d'aujourd'hui, une obligation de ravalement de façade, un problème d'humidité, un changement de chaudière qui doit être fait, ce genre de choses. Bon, là, on commence à se renseigner, on prend contact, on peut intervenir nous aussi à ce moment-là. En général, comme je vous le disais, puis on va le voir par la suite, un diagnostic s'avère indispensable pour savoir ce qui est possible, d'où on part, quel gain énergétique on peut espérer atteindre avec tel ou tel scénario de travaux. C'est indispensable pour les aides financières. Et sur la base du diagnostic, quand on a un programme de travaux, un gain énergétique, des premiers quantitatifs de mètres carrés à isoler, de mètres carrés de tuyaux, de mètres linéaires de tuyaux à isoler, des ordres de grandeur de coût, est-ce qu'on est à 500 000, 1 million, 1,5 million, là, à ce moment-là, on peut faire une première simulation d'aide financière appliquée à un scénario. Si, à ce moment-là, la copropriété décide que le projet est intéressant dans les grandes lignes, pour 1,5 million d'euros, on a tant d'aides, tant de reste à charge, et ainsi de suite, oui, on continue. À ce moment-là, elle est censée voter du coup, une première phase de maîtrise d'œuvre, d'accompagnement professionnel, souvent des architectes, éventuellement une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, on va voir qui peut être obligatoire dans certaines aides financières. Cette maîtrise d'œuvre va avoir pour but de transformer ce scénario qui reste théorique, pour l'instant c'est des calculs bureau d'études, en devis de travaux d'entreprise. Donc faire un travail de cahier des charges, de déclaration administrative, de recherche d'entreprise, d'appel d'offres, d'analyse, de tout ça, et de présentation à l'Assemblée Générale de devis qui vont être du coup signables. À ce moment-là, selon le temps qui a passé, selon les modifications qu'il y a eu, on peut refaire une simulation d'aide financière pour être sûr que les gens arrivent en Assemblée Générale avec les devis définitifs et les dernières aides financières à jour. S'il y a 10% d'écart entre le diagnostic et les devis, il est important d'être le plus à jour possible pour que les gens arrivent en Assemblée Générale vote des travaux avec les informations les plus à jour possibles, les plus précises possibles, pour faire leur choix en toute connaissance de cause. Donc ça fait quand même 3 assemblées générales, une première assemblée générale pour voter le diagnostic, une deuxième assemblée générale pour voter le choix du scénario et une maîtrise d'œuvre qui va permettre de transformer ce scénario en devis, et évidemment la dernière AG, vote des travaux, qui est vraiment celle qui engage la copropriété dans les travaux. Pour rappel, un premier conseil, si on peut dire, déjà pour favoriser la communication et se donner les meilleures chances de voter positif, surtout si la copropriété est de taille importante, nous conseillons d'informer sur l'intérêt d'un diagnostic et sur les aides financières hors Assemblée Générale. On sait bien que voter une quote-part de 10 000 euros, 15 000 euros de travaux, c'est pas neutre. Même si on a 5, 6, 7, 8 000 euros d'aide, la notion de prêt et ainsi de suite, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'informations à absorber avant de prendre un choix, avant de faire son choix qui importe dans le temps, qui peut impacter son budget et ainsi de suite. Du coup, on ne communiquera jamais assez. Et du coup, sur ces sujets-là, on conseillera toujours de faire une information pré-AG, où on n'est pas soumis au formalisme de l'Assemblée Générale, on est vraiment sur un temps d'information où il n'y a pas de décision à prendre derrière. Idem pour le diagnostic, c'est vrai que si vous présentez une facture, un devis à 100, 150 euros, 200 euros par logement en Assemblée Générale pour un diagnostic sans l'avoir préalablement expliqué, soit vous tombez sur des gens motivés qui vont dire oui, je sais que les diagnostics sont importants. C'est toujours plus compliqué d'expliquer en Assemblée Générale l'intérêt d'un diagnostic, qui peut être un peu polémique en plus, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Du coup, toujours, pour se donner les meilleures chances que ça soit voté, que le vote soit positif, le faire en amont, après la convocation de l'Assemblée Générale, ce genre de choses, en sachant qu'on peut accompagner dans ces cas-là pour intervenir lors de ces réunions, voire ou accompagner le conseil syndical à préparer ces réunions. Donc voilà, comment représenter, on va dire, les aides financières
dans les grandes étapes de réalisation d'un projet, où on s'inscrit sur à minima 3 ans environ, avant le vote des travaux. Comment financer une quote-part? Schématiquement, on va avoir un coût global sur la copropriété. Combien ça coûte? Ça, c'est donné justement par le diagnostic ou sur la base de devis de travaux. Ensuite, à ce moment-là, on va calculer les aides collectives, qui sont mobilisables en fait par le syndic de la copropriété. On va parler de MaPrimeRénov'-Copro, on va parler des certificats d'économie d'énergie collectifs ou la bonification copro-fragile. Donc ça, c'est une part qu'on va enlever. Ensuite, on va avoir des aides individuelles qui vont être avec ou sans conditions de ressources, selon les statuts, propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Donc on va avoir la prime individuelle associée à MaPrimeRénov'-Copro, l'éco-chèque logement de la région Occitanie, la prime éco-rénovation de Toulouse Métropole qui a été mise en place en octobre l'année dernière, et puis c'est en tout petit, Habiter mieux sérénité, qui est une aide de l'ANA individuelle, si MaPrimeRénov'-Copro collectif n'est pas mobilisé. Voilà, on commence déjà à rentrer dans les subtilités de cumul, non-cumul, sur lequel on reviendra. Et du coup, cela donne un reste à charge, alors qui peut être différent selon les situations individuelles, en sachant que ce reste à charge, il y a des solutions de prêt qui existent, de financement, alors on les regarde aussi sur le coût global parce que la plupart des subventions arrivent sur facture, après travaux. Or, on sait qu'en copropriété, une fois qu'on vote les travaux, il y a les appels de fonds pour lancer les travaux, pour faire les travaux, finaliser les dossiers, et on récupère les sous par la suite. Donc un prêt peut être mis en place pour justement financer ces appels de fonds et lancer tout de suite les travaux. Donc on va parler du prêt collectif, de l'éco-prêt à taux zéro, soit collectif ou individuel, et excusez-moi, prêt collectif Rénov'-Occitanie, qui est la nouveauté 2021 dont je vous parlerai en fin de présentation. Par rapport aux aides financières collectives mobilisables, là on parle vraiment au niveau, la première phase c'est au niveau collectif, de quels paramètres sont en jeu. Le premier paramètre qui va être le plus important, c'est le gain énergétique, apporté par les travaux, donc obligatoirement donné par un diagnostic, pour le savoir. À partir de 25% d'économie d'énergie, on peut déclencher l'éco-chèque de la région. À partir de 35%, on l'a mis en gras, c'est souvent la valeur première à vérifier. On déclenche MaPrimeRénov'-Copro, qui est l'aide a priori la plus intéressante et la plus facilement mobilisable en copropriété, ou à titre individuel, l'ANA Habiter mieux sérénité. À 40%, on déclenche les primes de Toulouse Métropole et le prêt RO, c'est Rénov'-Occitanie, c'est les nouveaux prêts de la région depuis 2021. Et à 55% de gains, on déclenche une possibilité de valoriser ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie en coup de pouce rénovation globale. Donc on est vraiment dans une logique à tiroir où chacun de ces scénarios va permettre, chaque scénario de travaux différents, selon qu'on fait les murs, qu'on rajoute la chaudière, qu'on rajoute le toit, qu'on rajoute la VMC, qu'on rajoute les menuiseries, va permettre de gagner en gain énergétique, et à chaque nouveau palier, on va pouvoir déclencher de nouvelles aides au niveau collectif. À côté de ça, on va regarder les classes énergétiques de départ. Si on est en F ou en G, il y a un bonus pour MaPrimeRénov'. En classe énergétique d'arrivée, si on arrive en bas, en A ou B, on a un bonus BBC rénovation pour MaPrimeRénov', mais également pour Toulouse Métropole, en fonction du taux d'impayé de charge de votre copropriété. Si vous êtes à plus de 8%, on considère que vous êtes à copropriété fragile en impayé, et du coup, il y a une bonification ANA associée à MaPrimeRénov'. Et enfin, si vous utilisez des matériaux biosourcés, d'origine végétale ou animale, laine de chanvre, fibre de bois, boîte de cellulose, botte de paille, soyons fous, belle isolation, 4 étages en botte de paille. Il y a un bonus de Toulouse Métropole qui est mis en place. Là, on est en cours de finaliser le règlement, il devrait paraître bientôt, mais il avait été annoncé pareil en octobre. Donc voilà les gains énergétiques, encore une fois, qui sont donnés majoritairement, du moins pour les 3 premiers, par l'audit. Le taux d'impayé de charge, c'est le syndic qui le donne. L'utilisation du matériel biosourcé, c'est un choix de projet, par exemple, choisir d'isoler ses combles en boîte de cellulose plutôt qu'en laine de bois. Alors, je m'excuse pour cette diapo qui est absolument illisible, mais c'est normal. Le principe, c'est vraiment pour vous expliquer la logique. En haut, la question jaune, c'est est-ce qu'au niveau collectif,
mon programme de travaux va nous faire arriver à 35% d'économie d'énergie. Sinon, on part à droite. C'est très simple. En aide collective, il n'y a que les certificats d'économie d'énergie. Point barre. Par contre, si à droite, si on part à gauche, qu'on part sur un programme de travaux qui va faire plus de 35% d'économie d'énergie, est-ce qu'on est à plus de 8% d'impayés sur la copropriété, oui ou non? Est-ce qu'on est initialement en classe énergétique F ou G, oui ou non? Est-ce qu'on arrive après travaux au niveau BBC rénovation, oui ou non? Et du coup, on arrive dans ces différentes cases qui vont mobiliser justement sur toutes différentes aides. Donc ça, c'est le schéma global. Encore une fois, le jour où vous avez un audit énergétique et qu'on vous propose un scénario de travaux, pour chaque scénario de travaux, vous n'avez qu'un seul chemin. Donc on arrive dans une case, par exemple, on arrive là, et là, du coup, on va pouvoir avoir la prime de la copropriété, plus les C2E globales ou poste par poste, plus la prime passeur thermique, plus la prime BBC. Maintenant, du coup, si on précise un peu, on rentre dans le détail des différentes aides. Donc, ma prime rénov copropriété. Comment ça fonctionne? En fait, pour tous les copropriétaires, on va avoir 25% du montant hors taxe des travaux subventionnables versés à la copropriété, dans la limite de 15 000 € par logement. Cette somme, elle est versée sur le compte de la copropriété, elle est reversée au tantième. Mais du coup, voilà, on est sur une 25% de la cote. Selon la santé financière, par rapport au taux d'impayé, si vous êtes à moins de 8% d'impayé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en copropriété fragile, ce qui est généralement le cas, vous allez pouvoir valoriser de manière collective les certificats d'économie d'énergie. On en parle après. Si par contre vous êtes à plus de 8% d'impayé, l'ANA propose un abondement copro-fragile fixe à 3 000 € par logement. Je ne vous le cache pas, c'est plus intéressant 3 000 € par logement qu'en général que la valorisation collective des C2E. Pardon. Et enfin, au niveau de ma prime rénov copropriété, ce que je vous disais, il y a des bonus selon le programme de travaux. La prime sortie de passoire, elle est à 500 € par logement. Le niveau BBC rénovation, il est à 500 € par logement pour ma prime rénov et 3 500 € par logement de la part de Toulouse Métropole. D'où l'intérêt des simulations. Encore une fois, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, mais nous, ce qu'on propose justement suite au résultat du diagnostic, c'est de faire tous ces calculs-là et de faire des tableaux en disant pour un propriétaire occupant d'un T4 pour tel scénario avec tel niveau de revenu, vous aurez ça, ça, ça et ça coûtera tant. Et on fait ça pour tous les cas de la copropriété. C'est vrai que ça, j'en suis désolé, c'est assez indigeste, c'est un enchaînement de règles, mais on ne sait pas si c'est applicable à son cas, comment et ainsi de suite. Une chose importante aussi qu'il faut savoir sur ma prime rénov copropriété, tel que ça a été conçu, tel que ça a été proposé, ma prime rénov copropriété ne peut être accordée que si la copropriété paye une mission complémentaire d'AMO pour assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire, mais qui comprend 3 volets, qui est un accompagnement technique de la copropriété par rapport à l'évaluation énergétique et au suivi de travaux, un accompagnement financier pour le montage des dossiers de subvention, des paiements et une aide au montage des dossiers individuels. C'est-à-dire que c'est une prestation, c'est quelqu'un qui s'y connaît en aide financière, qui épaule le syndic pour toutes les demandes d'aide collective, les demandes de paiement, les demandes d'avance, les demandes de solde et ainsi de suite, et la répartition au entière. Et également, cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle a pour mission de venir, quelque part, être à disposition de chacun des copropriétaires pour aider à monter les dossiers et également faire un accompagnement social pour connaître la situation financière des occupants, les conditions d'occupation et aider aux aides individuelles, j'ai envie de dire particulières. Les caisses de retraite, la MDPH, une aide, toute aide particulière que vous pourriez avoir due à votre situation qui est trop particulière pour être intégrée du point de vue collectif. Et ils sont là aussi pour aider à monter les dossiers, à aider à remplir le dossier de prêt collectif, à informer sur les modalités, à rassurer les gens sur le fait qu'ils ont bien compris ce qu'ils vont devoir payer, et ainsi de suite. Accessoirement, cet accompagnement social nous permet aussi de vérifier, de voir des solutions difficiles s'il y a des conditions d'occupation, beaucoup trop de monde dans un appartement, des conditions d'occupation indignes, d'insalubrité, des enfants qui ne sont pas scolarisés, des problèmes de papier, ce genre de choses, pour orienter après vers les services compétents.
Cette AMO, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, elle n'a pas besoin d'agrément ou d'habilitation, elle est juste référencée par l'ANA, en sachant qu'on a à disposition une liste justement des AMO référencés, ils sont 6 je crois aujourd'hui qui peuvent intervenir sur Toulouse Métropole. Cette mission, comme je vous le disais, du coup, elle est obligatoire mais payante, mais aidée à hauteur de 30%. Sur un maximum de 600 € par lot d'habitation principale, en règle générale, les retours d'expérience qu'on voit sur des copropriétés on va dire entre 20 et 50 logements, on est plutôt à 200-300 € par logement de coût de cette mission d'AMO. Mais encore une fois, qui est obligatoire pour déclencher les 25% de ma prime rénov' copro. Et c'est vrai qu'on peut toujours se dire que c'est un coût supplémentaire. En même temps, quand on voit cette mission-là qui est faite, qui est vraiment pour faire de la dentelle, justement à aller aider les gens individuellement à monter les dossiers, on est quand même sur une plus-value extrêmement intéressante. L'autre aide collective qui est mobilisable, c'est donc le certificat d'économie d'énergie. Vous avez sûrement entendu parler, tout ce qui est comble à 1 €, calorifige des tuyaux de chauffage à 1 €, c'est ça le principe. L'idée, c'est que les fournisseurs d'énergie sont obligés par l'État d'aider les gens à faire des travaux en leur rachetant les économies d'énergie générées par leurs travaux, sinon l'État leur colle des amendes. Du coup, en fait, ça leur revient moins cher de vous aider à faire des travaux que d'avoir l'argent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut négocier ces certificats d'économie d'énergie avant de signer le devis. Soit auprès de l'entreprise qui réalise les travaux, soit directement auprès d'un obligé, EDF, GDF, Total, Engie, Leroy Merlin, en tout cas pour les copropriétés, via un comparateur ou via un intermédiaire. Une recommandation qu'on donne, c'est bien préciser en Assemblée Générale qui va être en charge de négocier les certificats d'économie d'énergie. Par défaut, c'est le syndic. Mais si personne ne s'est mis d'accord et qu'en fait on a oublié de les demander à signer les devis, c'est la faute de la copropriété. Enfin, vous n'aurez pas la valorisation. Nous aussi, donc, on peut proposer une liste de structures qui proposent la valorisation des C2E. Sachez aussi que dans le cadre de l'offre Rénov' Occitanie, l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, une structure régionale, peut proposer aussi la valorisation des certificats d'économie d'énergie de manière assez intéressante. Deux possibilités, soit la valorisation par action. Je vais faire une isolation par l'extérieur, j'ai 5 000 m² de mur à isoler, je fais une demande à EDF, à combien vous me donnez pour chaque mètre carré de mur? On vous propose 10 €, ça va vous faire 50 000 €. Je demande à GDF, il me propose 11 €, j'aurai 55 000 € et je choisis le plus offrant. Si on est sur un programme de travaux qui fait 55% de gain énergétique, justifié par un audit, on peut choisir de mobiliser, de valoriser tous les certificats d'économie d'énergie de toutes les actions d'un coup, par le fameux coup de pouce rénovation globale à ces montants-là. C'est-à-dire on est en mégawattheure économisé. Et selon qu'on part de charbon fuel ou pas, selon qu'on arrive à plus ou moins 50% de chaleur renouvelable, on a des montants qui vont du simple au double entre 500 et 250 € par mégawattheure économisé. Là encore, il faut faire les calculs suivant l'audit, parce que ça ne vous apprend rien du tout, si on ne sait pas combien de mégawattheures on va économiser. A priori, cette deuxième solution, lorsqu'elle est possible, elle est plus intéressante que de valoriser chaque action, mes murs comme ci, les fenêtres par là, l'isolation des comptes par cela. Voilà pour les aides collectives. Ensuite, on passe au niveau propriétaire aide financière individuelle. Donc, il y a, alors pour les aides individuelles, le niveau de revenu est la principale information dont on va avoir besoin. Depuis octobre l'année dernière, c'est aussi valable pour les bailleurs. Donc c'est une histoire de plafond de ressources, un nombre de personnes, revenu fiscal de référence 2021 sur les revenus 2020, maintenant qu'on est en septembre, dernière avis d'imposition disponible. Ça c'est un tableau que vous pouvez trouver très très facilement sur le site de l'ANA, sur le site MaPrimeRénov', tout ça. Et du coup, il y a 4 catégories de revenus. Avant c'était très modeste, intermédiaire et revenus élevés, maintenant c'est des couleurs. Donc bleu, jaune, violet et rose. Pareil, le même type de schéma assez imbuvable où au départ, en fait, jaune, est-ce qu'on fait 35% d'économie d'énergie avec les travaux collectifs? Oui ou non? Si oui, on part à droite. Est-ce qu'on va solliciter MaPrimeRénov' copro? Qui est un choix à faire au niveau de la copropriété. Si oui, les revenus bleus ou jaunes ne pourront avoir que ma prime individuelle, ma prime Rénov' individuelle. Et en fait, c'est ce que je
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est uniquement si on ne mobilise pas MaPrimeRénov' copropriété que les foyers les plus modestes peuvent bénéficier de l'aide Habiter mieux sérénité. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, parce que du point de vue d'un foyer modeste, l'aide Habiter mieux sérénité permet un meilleur financement que MaPrimeRénov'. Mais pour les propriétaires aux revenus intermédiaires ou les propriétaires bailleurs, cette solution-là est plus intéressante. Du coup, il y a une sorte de conflit d'intérêts au niveau de la copropriété qui doit se trancher par un vote en Assemblée générale, puisque le choix est le même pour tout le monde. On ne peut pas dire tous les propriétaires intermédiaires vont mobiliser MaPrimeRénov' et puis tous les foyers modestes et très modestes vont demander l'ANA. Non, c'est pas possible. S'il y a un choix qui est fait au niveau de la copropriété de MaPrimeRénov' tout le monde va y avoir droit, même si après pour les foyers ménages bleus et jaunes, ils ont des aides particulières dues à leurs revenus, mais qui n'atteindront pas le niveau d'aide qu'ils auraient eu s'ils avaient été en Habiter mieux sérénité. Donc ça, on le sait, on a validé du point de vue juridique qu'il n'y avait que l'AG qui pouvait le décider. Ça ne peut pas être une décision du syndic, ça ne peut pas être une décision du conseil syndical. Du coup, on se retrouve à devoir présenter les différentes options à l'Assemblée générale. Et puis après, quelque part, c'est un vote à l'Assemblée générale. Le risque qu'on peut avoir, c'est que les foyers modestes, du coup, si les foyers modestes ne sont pas majoritaires à l'Assemblée générale, c'est la solution MaPrimeRénov' copro qui va être mise en place. Donc ils vont avoir un peu moins de financement, mais en même temps, il y a du coup l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va être mobilisée, payée pour accompagner tout le monde, et qui va du coup pouvoir être disponible pour accompagner spécifiquement ces personnes-là, pour leur trouver des solutions, pour éviter de les mettre en difficulté. Alors, à titre individuel, justement, pour les copropriétaires occupants modestes ou très modestes, si on mobilise MaPrimeRénov' copro, il y a un bonus de 1 500 ou de 750 € selon les revenus, en sachant qu'ils auront aussi droit à l'éco-chèque logement de la région Occitanie à 1 500 € par logement. Donc quasiment 3 000 € pour les très modestes et 2 250 € pour les modestes. Depuis fin 2020, Toulouse Métropole a mis en place des aides dans le cadre du plan de relance, pareil, qui ne sont pas cumulables avec les aides ANA, Habiter mieux, sérénité individuelle. Le gros avantage, c'est que cette aide-là, elle est valable pour tous les propriétaires occupants. À partir du moment où on fait 40% de gain énergétique, c'est une aide de 1 000 € par personne, par logement. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est en BBC rénovation, si on atteint le niveau BBC rénovation, on a une prime supplémentaire de 3 500 €. Accessoirement, c'est porté à 5 000 si la quote-part dépasse 40 000 €. Ça peut arriver en maison individuelle, en copropriété. On n'a pas vu souvent. Et enfin, le fameux bonus matériaux biosourcés dont je vous ai parlé, dont le règlement va apparaître incessamment sous peu. Les primes se demandent après travaux sur facture sur le site de Toulouse Métropole. L'offre Rénov' Occitanie et les autres diagnostics. Bon, là, pardon, on a fini sur les aides directes, si on peut dire. C'est bon. D'accord pour les aides directes. Un petit point sur justement l'offre Rénov' Occitanie et les diagnostics. Donc, on risque de me répéter. On voit bien que l'audit énergétique est quand même la base de tout, puisque tout ce qu'on vient de dire là sur les aides, vous en savez, tant que vous n'avez pas d'audit, vous ne pouvez pas aller plus loin en fait, de tout ce que je vous ai dit là, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'applique, à quoi, comment, combien, et ainsi de suite. Du coup, au niveau de l'audit, il y a plusieurs types d'audits de diagnostic qui existent, et notamment pour avoir donc, une vision claire de l'état de la copropriété, savoir où on part, conscient qu'il faut faire des travaux, pour savoir les travaux obligatoires d'entretien à court terme. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de partir sur un programme de travaux, mettons une isolation par l'extérieur, qui va mobiliser toutes les ressources disponibles de la copropriété. Si on a un problème de réseau d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées, il vaut mieux régler ça d'abord et après partir en rénovation énergétique par la suite. Au moins le savoir pour bien prévoir le financement associé. Donc, à minimum, quels sont les travaux obligatoires ?
Ensuite, quelles sont les possibilités d'amélioration énergétique? À faire des travaux, est-ce que je peux aller plus loin en termes d'options, si je peux dire? Quel gain associé, combien ça va me coûter? Action par action, regrouper ces actions en scénarios, justement par niveau de hiérarchisation, de faisabilité, de prix, de gain énergétique. Estimer les montants d'aide financière associés, on l'a bien compris. Se positionner sur l'obligation des travaux embarqués. Je fais une petite parenthèse, vous l'avez peut-être entendu parler, depuis 2016, il y a des décrets qui imposent en copropriété, quand on fait un ravalement de façade, on est obligé d'isoler, sauf si, puis là il y a des cas d'exception. Et notamment, il y a un cas d'exception si c'est pas rentable. Si c'est pas rentable en 10 ans, on n'est pas obligé. Sauf que pour calculer la rentabilité, on en revient à l'audit. Bon, voilà. La réalisation d'un diagnostic paraît indispensable. Et voilà. Si jamais vous, suite à l'audit, ou que si vous ne devez pas faire de diagnostic en vous disant on ne partira jamais sur un programme de travaux trop ambitieux, notre projet de départ c'était juste isoler la toiture terrasse, on ne va pas faire un audit pour arriver à 35% et ainsi de suite. Si on sait qu'on n'arrivera pas à 35% et qu'on ne veut même pas du coup investir dans un audit pour savoir si on pourrait faire plus, on est dans le premier schéma collectif que je vous ai montré où on partait à droite. En fait, on n'a que les certificats d'économie d'énergie. Et puis, à titre individuel, on peut compléter avec des travaux privatifs pour espérer atteindre 35%. Encore une fois, dans cet exemple où on fait l'isolation de la toiture terrasse, la copropriété collectivement n'arrivera jamais à 35% de gain. Par contre, le copropriétaire du dernier étage peut en profiter pour changer ses fenêtres, changer sa chaudière, changer son ballon d'eau chaude, pour espérer, avec ses travaux privatifs plus le toit, arriver à un certain gain énergétique qui va lui permettre de déclencher des aides individuelles. Mais voilà, on est dans le cas particulier, on sort de la démarche collective. Donc par rapport à ça, fort du principe que le diagnostic est l'étape indispensable pour commencer un projet de rénovation énergétique, l'AREC a lancé en 2021 l'offre Rénov Occitanie pour toute copropriété d'Occitanie à usage principal d'habitation. Ils ont dit, si les travaux ne se font pas, et notamment les travaux de rénovation énergétique ambitieux, c'est qu'il n'y a pas l'offre de financement qui va bien derrière. Et effectivement, c'est vrai que l'offre de l'éco-prêt à taux zéro collectif, depuis plusieurs années qu'il est sorti, en fait, il n'a jamais véritablement bien marché. Et du coup, la REC s'est dit, on va financer des travaux à condition que ces travaux fassent 40% de gain énergétique. Alors on est vraiment désolé, mais en fait c'est la REC qui avait dégainé les premiers. Donc eux, ils s'étaient portés sur 40%. Et quelques mois après, l'État a dit ouais, on MaPrimeRénov' CoPro, on va se caler à 35%. D'où l'explication qu'on a deux paliers. C'est vrai que ça aurait été plus simple pour tout le monde si tout le monde avait été sur le même gain, mais malheureusement les timings ont fait que ça n'a pas été possible. Donc 35% MaPrimeRénov' CoPro, 40% l'offre Rénov Occitanie. Et donc ce qu'ils proposent, c'est un prêt collectif Rénov Occitanie, à taux bonifié, c'est-à-dire quasiment à 1%, voire à peine plus, au maximum jusqu'à 22 ans, pas de maximum. Donc on peut y aller sans aucun problème. Avec des choses intéressantes, justement, ils ont essayé de résoudre les problèmes qu'il y avait sur les prêts collectifs classiques, si je puis dire. Donc un différé possible pendant la durée des travaux jusqu'à 24 mois, différé de remboursement possible, ce qui est intéressant. Pas de pénalité pour remboursement anticipé, c'est toujours intéressant, notamment en cas de vente ou quand on récupère les prix, les subventions. Un frais de dossier de 300 €, les remboursements directs par les emprunteurs. C'est-à-dire que la copropriété vote des travaux, accepte le prêt Rénov Occitanie. L'AREC prête les sous à la copropriété pour lancer les travaux, mais ensuite demande le remboursement à chaque emprunteur. Là où l'éco-prêt collectif, l'éco-prêt à taux zéro collectif, demandait le remboursement au syndic, qui demandait le remboursement au copropriétaire. Ce qui faisait que si un copropriétaire faisait défaut, ça créait des impayés de charges pour la copropriété. Et ça la mettait en difficulté. Là, s'il y a un copropriétaire qui ne paie pas, il s'arrange avec l'AREC en direct. Il n'y a pas de problème, si vous voulez, pour la copropriété. Et également, une chose qui est intéressante, ils peuvent prêter à taux zéro 20 000 € de subvention sur 18 mois. Pour justement prêt d'avance de subvention.
Encore une fois, c'est intéressant quand on voit et quand on connaît le déroulé des programmes travaux copropriété à partir du vote. Donc voilà, sur le papier, une offre qui paraît plutôt intéressante, en tout cas qui paraît répondre à un besoin identifié ou à un manque dans le financement en copropriété. Et également, puisqu'ils disent nous, on ne finance que les programmes qui font faire 40% de gains, on va aussi proposer un diagnostic Rénov' Occitanie à prix préférentiel. Donc depuis 2021 également, l'offre Rénov' Occitanie, il y a une première phase d'un audit énergétique et architectural, donc un binôme architecte et bureau d'études thermiques, qui va faire un audit, alors en plus en simulation thermique dynamique, à qui ça parle, c'est la méthode de calcul dans les audits la plus précise, en fait, qui va chercher le plus loin. Et du coup, c'est un audit par des prestataires régions, sélectionnés par appel d'offres avec un cahier des charges de prestations qui est cadré et validé par la région, qui va proposer du coup un scénario de gain 40%, un scénario BBC rénovation et les plans de financement qui vont avec. Pour cette offre-là, prix unique, 90 € par lot principal de copropriété. Extrêmement intéressant à partir du moment où la copropriété est plus petite. C'est vrai qu'on revient à peu près au coût du marché sur des tailles quasiment à 100 logements. Pour des copropriétés à 100 logements ou plus, 90 € TTC par lot, on est quasiment au prix du marché. Et puis, hier soir, j'étais sur une copropriété de 440 lots. C'est pas si compétitif que ça, mais bon. Et on a quand même beaucoup de copropriétés de 10, 20, 30 lots, minimum 6 quand même. On ne fait pas moins de 6 lots pour la région. Également, pour faire cette prestation d'audit précise, ils sont obligés d'avoir des plans précis. Et du coup, si les plans de la copropriété sont considérés comme pas assez précis, la REC demandera à ce qu'on prenne la réalisation des plans, qui est à 20 € par lot principal de copropriété. Après, si vous avez des plans de bonne qualité, jugés de qualité suffisante, il n'y a pas de problème, c'est pas obligatoire. Et puis après, il y a des missions complémentaires, je ne les ai pas, mais en gros, c'est un diagnostic sécurité incendie, amiante, accès personnes mobilité réduite, structure du bâti et acoustique. Voilà, il y a des prestations supplémentaires où on regarde spécifiquement la sécurité incendie du bâtiment à 10 € par lot principal de copropriété. Donc voilà une offre de diagnostic assez intéressante, là aussi. Il y en a, je crois, 4 qui sont en cours, 4 autres qui ont été signés. Donc en plus, on commence à avoir un peu de retour d'expérience sur les procédures. On a beaucoup simplifié la procédure de mise au vote et de décision. Et puis, alors, ils avaient prévu une deuxième phase, un accompagnement aux travaux via une mission d'AMO pour avoir le prêt. On n'y est pas encore, il faut qu'on la revoie, ça, parce qu'en fait, ils se sont fait télescoper par l'AMO de MaPrimeRénov' CoPro, qui est obligatoire. Du coup, on est en train de se dire que ça serait un peu dommage de faire payer 2 fois une mission d'AMO pour... C'est pas encore tout à fait... Là, c'est encore en cours d'amélioration. Très rapidement, les autres diagnostics. Il y a toujours l'audit global partagé sur la base du cahier des charges ADEME, qui existe depuis un petit moment, qui est très complet. Il y a une exigence d'un trinôme thermicien, architecte, ingénieur financier, pour faire un peu ce qu'on vient de dire, la vision technique, architecturale et le plan de financement. Il est personnalisable, si on veut que ce soit une prestation vraiment qui nous convienne, qui convienne aux besoins de sa copropriété. Il y a un petit investissement initial du conseil syndical et du syndic justement pour préparer l'étude. Et puis il y a le fameux DTG, donc diagnostic technique global, il est obligatoire de le mettre au vote depuis 2017, par contre il n'a jamais été obligatoire de le voter. Souvent une confusion là-dessus. Dans l'idée, c'était quelque chose d'intéressant. Après, les défauts qu'il y a eu, enfin on sent qu'il y a plusieurs autres personnes avec qui je travaille, c'est qu'il n'était pas précis. Et du coup, comme il y avait une obligation de le mettre au vote, il y a eu profusion de devis, profusion de demandes, et puis on les mettait au vote en assemblée générale un peu de manière précipitée, c'était pas bien expliqué, c'était pas bien présenté, et du coup on pouvait avoir des gros doutes sur le contenu réel de ce qu'on allait avoir si on votait un DTG. Pour ça, si ça vous intéresse,
vous pouvez vous noter là, le cahier des charges APC, donc Agence Parisienne du Climat, qui est disponible. C'est un document qui est disponible sur le Coach CoPro aussi, hein, qu'on a mis en ligne. Vous devez avoir aussi, je pense, au niveau de l'UPI. En gros, ils ont dit, si vous voulez avoir un DTG efficace, voilà nous ce qu'on vous conseille. Et du coup, c'est vraiment toute une liste de choses intéressantes pour rendre un DTG efficace, encore une fois. Voilà, je conclurai là-dessus. Voilà. Pour un projet performant de rénovation énergétique, évidemment, c'est assez trivial, hein, il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans la copropriété et puis que le conseil syndical s'investisse. Et puis un travail conjoint avec les instances, notamment le syndic, puis après, par la suite, avec la maîtrise d'œuvre, l'AMO et ainsi de suite. Une étude adaptée aux besoins de la copropriété et bien préparée. Voilà. Dans l'ensemble des diagnostics possibles, si on voit trop souvent, malheureusement, de copropriétés qui ont payé un diagnostic un peu trop rapidement, un peu par-dessus la jambe, parce qu'il fallait le faire et tout ça, qui ont visé le moins cher, et qui du coup restent sur leur faim, c'est-à-dire quand ils voient le résultat, ils se disent « en fait c'est vachement intéressant, mais du coup on aurait besoin de ça, ça et ça comme information supplémentaire. » Ah ouais, mais ça du coup il fallait le payer plus cher. On ne peut pas avoir une prestation exceptionnelle avec le moins-disant au départ. D'où la notion de bien la préparer, bien savoir ce qu'on veut, bien se renseigner, et bien l'expliquer aussi aux copropriétaires, parce qu'en tant que conseil syndical, on peut être convaincu. En assemblée générale, on sait tous que ce n'est pas la même chose. Des informations précises pour les copropriétaires sur les coûts, sur les gains attendus et sur les financements possibles. Combien ça peut coûter, tout compris. Travaux énergétiques, travaux non énergétiques, les frais. En général, il ne faut pas oublier les 13% de frais, maîtrise d'œuvre, syndic, AMO, coordinateur, bureau de contrôle, et ainsi de suite. Sinon, on n'est pas juste. Une connaissance en amont des contraintes et modalités de chaque dispositif d'aide financière pour proposer des plans de financement adaptés. On sait que pas que vous, copropriété, est assez difficile à manœuvrer, du coup il faut anticiper. C'est pas la veille d'envoyer une convocation à l'AG qu'on s'aperçoit qu'il faut demander un prêt collectif. Il faut encore une fois l'anticiper. Pareil au niveau des dispositifs. L'AMO a pris une offre CoPro, il faut la voter en même temps que le scénario de travaux. Il faut là, pareil, anticiper. Et puis une communication active tout au long du projet. À minima, pour nous, ça commence par ces fameuses réunions d'information hors AG. Lorsqu'il y a des choses importantes, quand on a une quantité d'informations très importante à donner, il faut pouvoir le faire en amont. Mais ça passe aussi par des comptes rendus de conseil syndical, un blog, de l'affichage, des courriers, enfin, toutes ces choses qu'on connaît. Mais si on veut maximiser les chances de faire voter un projet ambitieux, c'est d'autant plus important et de le faire tout le long. Voilà les contacts pour la suite, même si vous les aurez, le dispositif, enfin le diaporama sera disponible. Va s'exprimer sur son entreprise, GRDF, et puis donc les solutions innovantes auxquelles on peut s'intéresser. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de pas trop hurler dans ce micro. Donc, voilà, je suis là ce soir pour vous parler rénovation énergétique et gaz naturel au sein de la copropriété. Et pour commencer, un petit tour d'horizon de GRDF, qui est finalement une start-up toute récente, puisqu'elle a été créée en 2007. Et ça regroupe l'ensemble des activités de distribution du gaz naturel en France. La mission principale est de concevoir, construire, entretenir le réseau que nous a remis la commune, puisque nous ne sommes pas propriétaires des réseaux, nous sommes concessionnaires des réseaux de gaz naturel en France et d'une majorité, mais finalement on retrouve aussi des petites régies un peu partout en France, des grandes villes telles Bordeaux, mais des toutes petites également un peu partout en France. Le deuxième objectif, c'est acheminer le gaz naturel pour le compte de nos 46 fournisseurs, ce qu'on appelait tout à l'heure par rapport au C2E les obligés, puisque l'obligé c'est vraiment le fournisseur d'énergie, celui en
fait, qui établit les factures énergétiques aux colocataires, copropriétaires, etc. C'est distribué en toute sécurité le gaz naturel à 11 millions de clients, donc la surveillance des réseaux, la surveillance des compteurs, de nos postes de gaz naturel. Promouvoir l'usage du gaz, c'est ce qu'on fait ce soir, montrer toutes les innovations tant sur le matériel que sur la molécule de méthane, et accompagner, raccorder au réseau les producteurs de biométhane, puisque c'est le sujet actuel au sein de GRDF, c'est l'injection du biométhane sur les réseaux de gaz. Je vous passe les chiffres, mais pour vous donner un peu la dimension des réseaux, si on alignait nos réseaux en France, ça fait 5 fois le tour de la planète, donc il y a pas mal de choses à faire. On est 11 457 collaborateurs. Alors vous retrouvez des techniciens, des marketeurs, etc. Donc, qui alimentent 9 557 communes en France. Voilà, il faut savoir que 77% à peu près de la population française a un réseau gaz à proximité. Rentrons dans le vif du sujet. Les solutions de rénovation en chaufferie collective, il y en a quelques-unes. La plus connue finalement, c'est la chaudière condensation. Chaudière condensation, c'est une solution fiable, reconnue par les installateurs en France. On peut avoir un gain énergétique pouvant aller jusqu'à 30% sur la facture et un rendement proche du 100%. Alors, hop, quoi ça va? Voilà. Comment ça fonctionne, une chaudière à condensation, et comment le constructeur peut dire, voilà, ma chaudière a un rendement de 100%. Vous verrez même dans les techniques, des fois, ils abordent les 110%. Ça paraît ubuesque, et pourtant, quand on aligne les chiffres, c'est la vérité. Finalement, c'est une chaudière classique. On a un réseau d'eau chaude qui rentre, un réseau d'eau froide qui rentre, qui est réchauffé par le brûleur, et cette eau chaude donc passe dans les radiateurs. Finalement, qu'est-ce que la combustion parfaite du gaz naturel? C'est du CO2, du dioxyde de carbone et de H2O, de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, en se refroidissant, elle condense et elle retombe donc dans un évacuateur. Et il y a eu quelqu'un qui a eu une idée de génie, c'est de rajouter en fait un échangeur qui récupère cette chaleur latente finalement, puisque l'eau, quand elle se refroidit, elle évacue cette chaleur. Donc on la réinjecte dans le réseau d'eau chaude. Et c'est pour ça que les constructeurs de matériel disent finalement chacun 110, souvent on voit 110%, parce qu'ils rajoutent le rendement du condenseur finalement. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop embrouillé avec la technique, j'ai essayé d'être assez simple. Remplacement de brûleur, bien sûr, c'est-à-dire qu'on a une chaudière fuel récente, je pèse mes mots, mais on peut mettre en place un brûleur gaz. On atteint des rendements tout à fait corrects. Bien sûr, on ne met pas un moteur de Ferrari sur une 2 chevaux, c'est pas le principe. C'est vraiment sur des chaudières très très récentes, où là, on peut aussi avoir des économies d'énergie. Ce que j'ai oublié de dire, vous l'avez tellement bien dit, je le mentionne quand même. Mais voilà, la solution de chaudière à condensation est éligible donc au C2E, bien entendu. L'autre solution, on parle beaucoup d'ENR finalement, c'est justement de coupler notre chaudière condensation à du solaire pour la partie production d'eau chaude. Donc finalement, la production d'eau chaude est produite par le solaire. Notre chaudière, elle vient juste en apport complémentaire, parce que même si
95% de l'apport thermique est apporté par le solaire, mais il faut quand même le reste sur la chaudière. Donc d'où ce petit ballon d'appoint qui injecte donc un peu d'eau chaude pour être dans les clous en termes de température d'eau. Voilà. Bien sûr, toujours éligible au C2E, hein, ça se comprend, puisque dès qu'on a cette idée de ENR, plus ça va, plus on en entend parler, eh bien on a plus d'aide financière, bien entendu. La dernière solution, là on est quand même sur de la copropriété importante, c'est la cogénération gaz. La cogénération gaz, on ne parle plus que de la production d'eau chaude, de la production de chauffage, mais on parle aussi de production d'électricité, autoproduction, puisque là, notre chaudière, elle fait office, en fait, elle va s'occuper uniquement du chauffage, de la production d'eau chaude, etc. Mais il y a une partie également qui va être envoyée sur un piston, tout simplement, sur un piston à part, c'est un moteur finalement thermique. Et ça, ça va actionner un moteur et ça va repartir sur le compteur électrique. Deux choses, hein, ça peut être de l'autoconsommation comme de la revente d'électricité. Voilà. Intéressant comme système, mais voilà, on est sur des copropriétés quand même assez importantes. Nous, GRDF, comment on peut vous accompagner et vous aiguiller, bien sûr, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'un changement de chaudière, quand c'est du fioul à gaz, etc., c'est vraiment quelque chose à bien réfléchir collectivement, etc., la communication, faire des audits, etc., qui donnent des pistes d'amélioration. Et nous, en fait, on vous accompagne aussi via un logiciel qui s'appelle EcoMefico Pro, en fait, et qui peut vous donner une fourchette de consommation, de baisse de consommation, de gain énergétique, d'émissions de CO2 aussi, puisqu'on en parle de plus en plus, hein, les labels à afficher, etc., combien ma copropriété émet de CO2, etc. Donc on retrouve un lien simplifié sur le site de Cegibat, qui est le sachant en termes réglementaires, et vous pouvez aussi aller directement sur ce site et faire ce simulateur qui est Efico Pro. Nous, il est un peu plus complet, mais c'est faisable aussi, quoi. Je dirais que c'est une première approche de financement sur, justement, quand on parlait d'en discuter avant l'AG, etc. Ça peut être un bon outil. Je vous ai mis un exemple qui était une copropriété située à Toulouse, chaudière fioul en fin de vie. Et bon, il s'interrogeait sur la rénovation, justement, de ce bâtiment de 27 logements. Facture énergétique aux alentours de 17 500 € en TTC sur les dernières années. Ils ont réfléchi bien sûr au changement et au passage au gaz naturel. On a comparé pour des chaudières identiques de 230 kW à peu près, en sachant qu'en général, l'installateur sur des chaudières récentes baisse la puissance parce qu'à une époque, on surdimensionnait les chaudières. Donc voilà, c'est vraiment pour se donner un aperçu. Donc finalement, le bâtiment avant rénovation, on était sur un prix de l'énergie à 69 € TTC de mégawatt. Facture énergétique, on le disait, 17 500 € TTC. Émission de CO2, on était à 82 tonnes de CO2 par an. Donc au niveau de l'étiquette, c'était pas terrible, mais bon, c'était comme ça. Et du coup, après rénovation, du moins dans la simulation, prix de l'énergie, on a pris le prix des énergies que l'on retrouve au niveau de l'ADEME, ça fait des moyennes énergétiques par rapport à tous les fournisseurs, aux tendances, etc. On était à 49 € TTC du mégawatt. La technologie, bien sûr, la chaudière condensation, autant faire simple et robuste.
sur une même puissance, on était parti. Facture énergétique, donc 10 700 €, on gagnait déjà 5 000 € sur la facture. Bien sûr la consommation, puisqu'on améliore le rendement de la chaudière et on baisse la consommation énergétique. Et l'émission de CO2, on tombe à 55 tonnes de CO2 par rapport aux 82. Et on ne parle pas des particules fines, etc. C'est un autre débat. L'étiquette énergétique, on passe de D à C, donc on améliore cette étiquette. Voilà. Donc petit outil intéressant, facile à mettre en place. En 1 heure, il faut avoir, je dirais, les premiers devis, les factures, etc. Et puis on peut élaborer ça assez rapidement, quoi. Voilà. En résumé, donc le gaz c'est quand même une énergie performante, des solutions techniques éprouvées, on l'a vu, notamment les chaudières haute performance, puisque chaudière condensation, vous avez souvent ce mot, chaudière haute performance énergétique, et qui permettent donc 30% de gain énergétique par rapport à une chaudière qui a 25 ans. Émission de CO2 faible, puisque le gaz naturel, eh bien, quand on le voit sur le câble, en fait, c'est le plus bas en termes d'émissions de CO2 par mégawatt. Parlons des, c'est-à-dire qu'une chaudière fuel, en fait, on n'a pas forcément l'accès au réseau de gaz. Le réseau de gaz, il est dans la rue. Admettons, Toulouse, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de rue où on a fait une extension. Le réseau est vraiment à disposition. Mais il faut quand même réaliser un branchement. Et pour ça, dans les délais, et puis même par rapport à tout ce qu'on disait, la préparation de l'AG, les audits, etc., c'est bien d'avoir ces notions de délai. Donc une étude de faisabilité, production d'une étude comparative, et puis l'émission d'un devis de raccordement, on va dire que c'est 1 mois. 1 mois pour l'avoir, il faut sortir simplement les plans, connaître un peu les installateurs, leurs solutions, pour avoir les puissances, les pressions, etc. Et on peut établir un devis rapidement, en fait, sous 1 mois. Après, il y a ce délai dont on parlait tout à l'heure, voilà, de réflexion entre vous, la réflexion collective, et puis les décisions en AG, etc. Donc, ça, c'est pas un délai que nous maîtrisons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que la décision est prise, le devis est signé, il faut compter 3 mois de délai entre le moment où le devis est signé et la réalisation des travaux. Donc vous voyez, c'est quand même un processus assez long, et il ne faut pas hésiter à lancer l'opération suffisamment tôt, finalement, parce qu'on peut même faire une étude de faisabilité sans aller jusqu'au devis, mais au moins avoir le coût global de l'opération de raccordement. Voilà. Donc, on voulait faire aussi un focus sur les chaudières individuelles en copropriété. C'est un enjeu, parce que finalement ça fait office de l'arrêté du 2 août 1977 qui dit interdiction d'installer une chaudière condensation sur des conduits de fumée existants, sauf en cas d'adaptation ou de rénovation des conduits de cheminée. Sur le côté, je vous ai mis les 2 types de conduits de cheminée qui peuvent exister, donc conduits de cheminée individuels. Chaque locataire en fait a sa chaudière et le conduit de cheminée qui va avec. La solution donc en conduit de fumée collectif, c'est de dire ok, la chaudière est en individuel, parfait, mais le conduit est collectif en fait. Vous voyez, là on en avait 3 parce qu'on avait 3 chaudières, là ici on n'a qu'une entrée et qu'une sortie pour l'ensemble en fait. Donc les solutions, bien sûr, elles existent, soit une rénovation au cas par cas, c'est-à-dire des raccordements des chaudières du conduit collectif, percement de la façade, mise en place d'une ventouse, donc vous voyez un peu le truc sur toutes les façades, on a une ventouse par chaudière, ou alors rénovation globale du conduit de cheminée,
Et auquel cas, on retombe sur le dessin qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oublie cette version-là avec 3 évacuations parce qu'il y a 3 chaudières, mais bien un conduit commun et nos 3 chaudières individuelles ventouses, totalement étanches, mais sur ce conduit commun. Alors, c'est plus complexe, c'est sûr, c'est long à mettre en œuvre, hein. Il y a vraiment une réflexion lourde parce que, on le disait encore tout à l'heure, c'est que, ok, c'est une décision individuelle, c'est une réflexion individuelle, mais finalement, ça impacte le collectif. Donc, c'est vraiment quelque chose à discuter en amont, collectivement, et pour faire accepter, puisque derrière, voilà, on a ces aides financières dont on parlait tout à l'heure, que ce soit les C2E, les aides à nous, etc. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion à avoir à long terme. Pour finir, l'accompagnement GRDF, donc il y a différents moyens. Donc déjà, on a nous la permanence les mardis donc au sein de l'UNPI, mais il y a aussi les experts techniques CGBAT, hein, puisque nous GRDF, vous l'avez bien compris, c'est la partie réseau, c'est la partie compteur. Tout ce qu'il y a après compteur, c'est l'installateur. Nous, on n'intervient pas à l'intérieur. D'où cette expertise technique qui est nécessaire et où ils peuvent répondre facilement. Et ça, c'est sur le téléphone que je vous ai mis. On appelle non surtaxé, vous allez un conseiller. Et je vous invite même à aller sur leur site parce qu'ils ont des petits outils, des petits moteurs de recherche, etc., qui peuvent vraiment vous aider, vous accompagner sur toute la partie réglementaire, je dirais, classique. Voilà, les contributions financières possibles dans le cadre de la rénovation globale des produits collectifs. Hein, entre guillemets, c'est les diagnostics, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les certificats économie d'énergie aussi qui sont possibles sur ce type d'opération. Les avantages du gaz. J'espère que vous l'aurez compris, donc c'est une énergie quand même performante. Hein, les solutions techniques sont éprouvées, les chaudières de condensation, ça fait des années qu'on en parle. Le circuit des C2E le montre, hein, c'est une solution qui est encore aidée par ce système-là. Les émissions de CO2 sont faibles, hein, comparées aux énergies fossiles autres. Compétitives, stables dans le temps, parce que les offres varient de fournisseurs finalement, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas content d'un prix, on peut aller voir un autre fournisseur qui va fixer peut-être le prix sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et éviter ces variations énergétiques. Disponible, puisque on l'a vu, le réseau de gaz est très répandu en France. Hein, je veux dire qu'une grande partie des villes sont distribuées en gaz. Et puis tourner vers l'avenir, puisque c'est vrai que la réglementation évolue, on entend parler de beaucoup de choses sur le gaz naturel, l'énergie fossile, etc. Et ça, c'est intéressant, je trouve, pour l'entreprise, parce que c'est un booster, finalement, de trouver d'autres moyens de transporter l'énergie, puisque, voilà, c'est du méthane, mais on peut le faire autrement que d'aller forer au fin fond des mers ou aller le chercher à l'autre bout de l'Europe pour le transporter. Voilà, donc ça s'appelle le biométhane. Maintenant, je vais vous parler du biométhane. Le biométhane, par rapport au gaz naturel que l'on connaît actuellement, donc qui est trouvé en Norvège, en mer du Nord, etc., c'est une énergie locale finalement, hein, puisqu'on n'a rien inventé, la nature fait ça très bien, c'est les déchets organiques qui créent eux-mêmes le méthane, le CH4. Donc finalement, tout ce qui est déchets industriels, genre les abattoirs, les grands groupes agroalimentaires comme les pop-corn, etc., ils ont des déchets. Jusqu'à présent, ils n'en faisaient pas grand-chose. Et maintenant, eh bien, ils le valorisent avec de la méthanisation. On a les collectivités également qui s'y mettent. C'est-à-dire plutôt que de garder une déchetterie, finalement, et puis amasser, brûler ou recycler, mais on ne sait pas trop comment, eh bien, on va créer du méthane avec ça.
chers agriculteurs aussi, qui ont aussi leurs déchets agricoles, donc naturels. Ils le stockent dans un méthaniseur, ils laissent faire la nature finalement, ça se décompose tout seul, ça fait du méthane, entre autres, il y a d'autres gaz avec, et ce gaz est réinjecté dans nos réseaux. Moi j'y vois plusieurs avantages, c'est que donc c'est une énergie circulaire, c'est-à-dire que localement il y a des déchets, on le valorise et on le réinjecte dans nos réseaux. Ça fait des emplois locaux. Le maire adore ça quand on lui explique voilà, on va mettre un méthaniseur et ça va créer 50 emplois dans votre petite commune parce qu'il y a la maintenance, il y a l'entretien, il y a le réglage du poste, etc. Il est content. En plus, ça valorise par exemple sa déchetterie ou ça valorise l'agriculteur du coin parce que plutôt que d'avoir des déchets à ciel ouvert, etc., c'est au fin fond d'une cuve. Et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, etc. Ils sont tranquilles. Voilà, je vous parle d'expérience là. Voilà. Et ce gaz, finalement, remplace le gaz naturel. Alors, on parlait de Norvège, etc., mais il peut venir de plus loin, il peut venir d'Algérie, etc., par bateau. En fait. Voilà. Que là, pas du tout, en fait. C'est vraiment quelque chose de local. Et comme c'est le même gaz, il peut être utilisé dans nos maisons, pour les chaudières, pour nos industriels, et puis nos tertiaires. Vraiment, tout usage, ça ne change rien pour nous. En fait, j'aime bien les mots de mon directeur qui dit on est à l'aube de la 3e révolution, en fait, à GRDF. On a ce qu'on appelle le gaz de ville. Alors c'est un vieux truc, les gaziers, quand ils entendent parler de gaz de ville, ils rigolent, parce que ça a fini dans les années 30 à peu près. Dans chaque ville, on a la rue du gaz, par exemple. La rue du gaz, c'était une grosse usine, vraiment qui polluait bien. C'était du gaz de coke, en fait. On détruisait la coke et on faisait du gaz et on distribuait ça. En 1930, ça a été abandonné, parce que déjà, on n'éclairait plus au gaz dans les villes. Et puis on a trouvé ce gaz naturel au fin fond des mers, donc on est allé l'extraire, etc. Ça, c'était la 2e révolution industrielle. Et maintenant, c'est vrai qu'on se verdit, on dit mais attendez, c'est quoi ce truc, les énergies fossiles, il faut arrêter, etc. Dont acte, on est en train de créer la 3e révolution industrielle en utilisant du biométhane. Il faut savoir que le biométhane par rapport au gaz naturel, il met 10% de moins de CO2. Quand même, c'est vraiment une bonne solution. Mais je pourrais vous faire 3 heures sur le sujet. Je vois que je retourne. Voilà. Donc l'essor de la filière biométhane est confirmé. On le voit de plus en plus de projets arrivent, sont dans les starting blocks. Sur Internet, vous avez à jour tous les sites en France qui se créent. L'idée, puisque ça fait appel à toute la révolution énergétique, c'est qu'en 2050, 100% du gaz distribué par GRDF dans ces réseaux soit du biométhane. On abandonne totalement l'extraction de gaz naturel. Déjà, on se tient le cap à 2030, 30% de gaz renouvelable. L'objectif est atteignable de ce qui ressort. Voilà, on est dans les objectifs. Voilà, je crois que j'ai fini, oui, c'est ça. Après, c'est les présentations qu'on a eues. Merci, M. Benedetto. Merci à vous.